Aujourd'hui, les chercheurs sont déjà capables de lire dans le cerveau humain et grâce aux IA génératives comme ChatGPT, les retranscrire sous forme de texte. Mais ça, ce n'était que la première étape. Maintenant, on peut littéralement voir ce que vous imaginez. Regardez ça. Ce n'est ni une photo, ni une simple image générée par IA. C'est une vraie pensée humaine. Ce que vous voyez ici, c'est une image directement reconstruite à partir de l'activité cérébrale d'un individu. C'est à la fois fascinant et, on va pas se mentir, un peu flippant quand même. Alors certains experts y voient une énorme avancée médicale, mais en même temps, d'autres alertent déjà sur la menace pour notre vie privée. Alors, qu'en est-il vraiment? Comment cette technologie fonctionne? Jusqu'où peut-elle aller? Et pourra-t-elle être utilisée pour surveiller nos pensées sans notre consentement? Pour répondre à ces questions, j'ai décortiqué pour vous les meilleures études scientifiques du domaine. Et les résultats sont assez fous. Avant de vous montrer des images tout droit sorties de l'esprit humain, il faut comprendre comment elles ont été obtenues. Parce que vous allez le voir, le processus est presque aussi fascinant que le résultat final. Donc pour commencer, petite illustration de la façon dont votre cerveau perçoit les informations visuelles et comment il les traite. Lorsqu'on regarde quelque chose, l'image de l'objet est d'abord captée par nos yeux via la rétine. Cette dernière va transformer l'information lumineuse en signal électrique qui sera ensuite transmise via le nerf optique au cortex visuel. Ici là, à l'arrière de notre tête, au niveau du lobe occipital. Et c'est à ce niveau que le cerveau va traiter l'information reçue pour reconstruire l'image. Pour ça, il va dessiner ses contours, lui donner une forme, lui attribuer des couleurs et une texture, lui donner de la profondeur et même pourquoi pas lui donner un mouvement. Mais à ce stade, le cerveau ne sait pas ce qu'il a en face de lui. En fait, le cortex visuel est une sorte de robot peintre. Il est capable de créer une image précise selon les informations qu'il reçoit, mais il ne comprend rien à ce qu'il est en train de faire. Donc ce sont d'autres régions du cerveau comme le lobe temporal ou le lobe pariétal qui vont se charger de donner du sens à ce qu'on voit. Est-ce que c'est un camion, un ours, ma belle-mère? Pas évident de faire la différence. Et le sens qu'on donne aux choses, c'est ce qu'on appelle l'information sémantique. Et gardez bien ça à l'esprit parce que ce double traitement de l'information à la fois purement visuelle et sémantique joue un rôle important dans la reconstruction numérique des images mentales. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que lorsqu'on visualise quelque chose sans forcément l'avoir sous les yeux, on active à peu de choses près les mêmes zones du cerveau. Et encore mieux, c'est pareil lorsqu'on imagine quelque chose. C'est-à-dire lorsqu'on crée de toutes pièces une image dans notre tête. C'est juste que dans ce cas, le cerveau ne va pas produire une image à partir d'informations extérieures, mais directement à partir d'informations qu'il aura lui-même créées. Mais du coup, si nos pensées sont encodées dans notre activité cérébrale, alors ça veut dire aussi qu'il doit y avoir un moyen de les décoder. Donc la question c'est comment les chercheurs en neurosciences ont-ils réussi à hacker ce système pour avoir accès aux représentations mentales de différents individus et accessoirement sans avoir besoin de leur ouvrir la boîte crânienne ou de leur implanter une puce dans le cerveau. Alors pour y arriver, ils ont combiné l'imagerie cérébrale et l'intelligence artificielle, deux secteurs ayant connu un boom technologique. Donc la première étape consiste évidemment à enregistrer l'activité cérébrale d'un individu. Et si on met de côté les implants cérébraux, aujourd'hui on a globalement 3 méthodes à disposition. D'un côté, on a l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et plus particulièrement l'IRM fonctionnel, et de l'autre, les électro- et magnétoencéphalographies. Mais bon, en fait, dans la grande majorité des cas, c'est l'IRM fonctionnelle qui est utilisée dans ces études. Elle permet de reconstruire le cerveau d'un individu en 3 dimensions et de visualiser son activité cérébrale au cours du temps avec une précision millimétrique. Et ça, on va y revenir, parce que bien comprendre son fonctionnement va nous apporter des réponses clés sur le futur de la lecture de pensée. Et l'idée de base des chercheurs est assez simple. Si on part du principe que notre conscience, nos pensées et nos émotions sont un produit de l'activité de notre cerveau, alors à chacune de nos pensées, et à chacune de nos images mentales correspond un état d'activité cérébrale spécifique. Par exemple, si je regarde un chat, peut-être que c'est cette zone du cerveau qui sera utilisée, celle-ci et peut-être un peu celle-là. Si je regarde un bateau, peut-être que ce sera celle-là mais différemment, et vraiment celle-là et un petit peu celle-là. Du coup, si on donne une image à un individu et qu'on enregistre son activité cérébrale au moment où il la regarde, alors on peut créer un lien entre l'image visualisée et l'activité cérébrale obtenue. Le problème, c'est que 1. Étant donné la complexité du monde, ce n'est pas en donnant 10 images de chat à un individu qu'on va réussir à reconstruire ce qu'il imagine, et 2. Vu la complexité de l'activité cérébrale d'un individu, il est extrêmement difficile de réussir à déterminer quelles sont les zones codantes pour telle ou telle partie de l'image. Parce que oui, même si on vous demande de visualiser un chat dans votre tête, vous pourriez penser en même temps à votre liste de courses, à la réflexion qu'on vous a faite sur votre nouveau sweat, ou sur ce que vous allez manger à midi. Bon après voilà, en portant un sweat sans manche, vous étiez à peu près sûr de vous faire tailler. Donc si on ne veut pas se retrouver à afficher une pizza à la place d'une image de chat, il faut réussir à retrouver les signaux pertinents dans toute la complexité de l'activité cérébrale. Et c'est là que l'IA prend toute son importance. Grâce au machine learning, à l'apprentissage automatique, l'IA peut traiter des centaines de milliers de binômes image-activité cérébrale. Et au fur et à mesure, elle va apprendre par elle-même à trouver des correspondances entre certains types d'images et l'activation de certaines zones du cerveau. Et du coup,
Une fois que l'IA est capable de faire ça, alors il suffit tout simplement de lui demander de faire le chemin inverse pour que la magie opère. C'est-à-dire qu'au lieu de donner à l'IA une activité cérébrale et son image associée, on va uniquement lui donner une activité cérébrale et on va lui demander qu'elle nous produise l'image qui correspond à cette activité. Ça, c'est le principe de base sur lequel reposent tous les protocoles les plus prometteurs. Et c'est comme ça qu'en 2011, l'équipe de Shinji Nishimoto et Jack Gallant a réalisé une énorme percée dans le domaine du décodage cérébral. Ils ont réussi à reconstruire le film que regarde un individu uniquement en observant l'activité de son cerveau. Et regardez ce qu'ils ont obtenu. Je trouve ça abusé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette expérience est une façon extraordinaire de montrer le lien étroit qu'il y a entre nos processus mentaux, nos perceptions, nos pensées et l'activité de notre cerveau. En arrivant à déchiffrer notre activité cérébrale, cette technologie montre que nos pensées ont bel et bien une réalité physique. Et donc, qu'il suffit à quelqu'un d'enregistrer notre activité cérébrale pour avoir accès à nos pensées. Bonne ambiance. Bon, après, c'est vrai que si on prend un peu de recul, ces reconstitutions ressemblent plus à une bouillie de pixels qu'à autre chose. Et si l'IA peut voir dans les pensées, mais que finalement, personne n'y comprend rien, en vrai, ça va. Sauf que les amis, là on parle d'une expérience qui a près de 15 ans. On parle d'une époque où YouTube ça ressemblait à ça, et où le dernier truc à la mode c'était Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Désolé pour ça. Bref, tout ça pour dire que depuis 15 ans, les progrès technologiques n'ont pas arrêté de s'enchaîner. Et depuis 2011, deux bouleversements majeurs ont eu lieu, ce qui a permis de passer de ces images relativement floues et abstraites à des reconstitutions claires et beaucoup plus parlantes. Au départ, les images n'étaient pas folles parce que les chercheurs utilisaient uniquement l'activité du cortex visuel. Sauf qu'au final, quand on cherche à lire dans les pensées de quelqu'un, ce qu'on cherche, c'est comprendre à quoi il pense. C'est l'information sémantique qui est le plus important. Donc il a fallu aller chercher ces nouvelles informations dans d'autres zones du cerveau. Mais pour exploiter ces nouvelles données, les chercheurs ont dû développer, en plus des modèles d'IA se concentrant sur les détails visuels, d'autres modèles spécifiquement conçus pour comprendre le sens global d'une image. Et quand on commence à injecter du sens dans les reconstructions d'images, de suite les résultats sont beaucoup plus parlants. Pour comprendre comment ça fonctionne, imaginez que le modèle centré sur les informations visuelles est un artisan peintre. C'est un super créatif, pas de chance, il est myope. Donc malheureusement, il dessine un peu de... Mais quand on lui donne un guide, un architecte qui lui explique précisément ce qu'il doit dessiner, c'est là que la magie opère. Et c'est ce rôle que joue le modèle sémantique. Par exemple, si un individu visualise un ours en peluche, le modèle visuel va dire « Ok, je vois des tons beiges, une texture plutôt mate, un fond blanc, etc. » Et le modèle sémantique, lui, il va dire « Ok, donc l'objectif c'est de dessiner un ours en peluche. Donc tu me fais 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, un nœud papillon, et surtout, tu m'écrases bien tout ça comme s'il s'était mangé un bus. » Hein? Bon, ça arrive qu'il ait raté. Mais globalement, ça marche pas trop mal. On voit bien que l'information sémantique joue parfaitement son rôle. Même si les images ne sont pas parfaites, on comprend bien ce qu'elles représentent. Mais bon, c'est quand même dommage de cacher tous ces efforts juste parce qu'on n'est pas capable de générer une image à la hauteur de la qualité des informations récoltées. Ce qu'il faudrait, c'est intégrer dans le processus de reconstruction de la pensée les outils d'IA génératifs qu'on utilise au quotidien. Je pense par exemple à Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion, qui eux sont entraînés sur des millions d'images. Mais je vous arrête tout de suite, ça a déjà été fait. Et effectivement là, on obtient des résultats de dingue. Là, il faut bien se rendre compte d'une chose. Ces images, l'IA ne les a jamais vues. Elle est capable de reconstruire ce qu'une personne imagine uniquement en analysant son activité cérébrale. Alors je ne sais pas comment vous le vivez, mais de mon côté, même après avoir vu des dizaines d'images de pensée, j'ai toujours un peu de mal à y croire. Imaginez que vous pensiez à un ours. Un bel ours brun qui marche tranquillement dans l'herbe. Juste vous y pensez, vous ne dites rien, vous ne faites rien, juste c'est une image dans votre tête. Et là, en face de vous, on vous projette ça. Et encore une fois, cette image n'est pas une photo, c'est une vraie image construite à partir de l'activité mentale d'une personne ayant vu cette photo-là. Et oui, c'est badant. Alors quand on sait que l'IA est désormais capable de faire ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à la suite. Si on arrive déjà à obtenir des images aussi fidèles de nos pensées, quel est le futur de ces technologies? Est-ce que par exemple, elles pourraient être utilisées pour lire dans nos pensées contre notre volonté? Imaginez 2 secondes. Vous marchez tranquillement dans la rue, perdu dans vos pensées. Et là, d'un coup, un frisson vous traverse le corps. L'écran publicitaire en face de vous affiche exactement ce à quoi vous étiez en train de penser. Un produit que vous avez vu sur Insta il y a quelques jours, une destination de voyage qui vous trotte dans la tête depuis un moment, ou un simple objet dont vous aviez besoin. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous n'avez rien fait de spécial. Vous n'avez rien cherché sur Internet, rien dit, cliqué sur aucun lien, et pourtant, il a suffi à l'IA de lire dans vos pensées pour savoir ce que vous vouliez. Ça ressemble effectivement à un scénario de science-fiction un peu dark, et pourtant, selon certains experts, ce futur est beaucoup plus proche qu'on le croit. Par exemple, pour Nita Farahani, chercheuse spécialisée dans les impacts de nouvelles technologies sur la société, de nouveaux capteurs miniatures pourraient analyser notre activité cérébrale avec la même précision que les grosses IRM fonctionnelles utilisées en laboratoire. En clair, avec un simple casque VR, des écouteurs ou tout simplement votre téléphone, on pourrait voir ce qui se passe dans votre tête. Là, ça commence à devenir flippant. Bon, après j'ai envie de vous dire, elle est bien mignonne Nita, mais elle n'est ni neuroscientifique,
ni ingénieur en IA. Donc peut-être qu'elle dramatise un peu la situation. Sauf que malheureusement, les auteurs des études eux-mêmes ont conscience du problème. La capacité à reconstruire avec précision des perceptions à partir de l'activité cérébrale soulève des questions sur ses impacts sociétaux. Bien que la reconstruction d'images de haute qualité à partir de neuroimagerie non invasive ne soit pas encore pratique pour des applications réelles, la technologie progresse rapidement. Il est crucial que les données cérébrales soient protégées et que les entreprises collectant ces données fassent preuve de transparence quant à leur utilisation. Alors, pourquoi font-ils cette mise en garde? C'est parce que les dérives potentielles pourraient être dramatiques. Imaginez si les GAFAM mettaient la main sur ces technologies, et on sait très bien qu'elles vont tout faire pour. Là, on atteindrait un niveau de manipulation encore jamais vu. Des publicités qui changent en fonction de ce que vous pensez en temps réel. Des algorithmes qui influencent votre vote en analysant vos émotions. Des plateformes qui exploitent vos pensées pour vous pousser à surconsommer, voire à rejeter des vérités scientifiques. Bref, tout un tas de trucs bien cool. Et encore, ce n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver dans le domaine de la justice. On pourrait par exemple explorer les souvenirs de quelqu'un pour voir s'il est déjà allé sur une scène de crime ou s'il connaissait la victime. Et pire, des individus pourraient être contraints de prouver leur innocence en exposant leurs pensées les plus intimes. Je vous avoue que c'est pas forcément le futur qui me donne le plus envie. Alors, est-ce que ce cauchemar est inévitable? Est-ce que dans quelques années, on pourra vous forcer à livrer vos pensées les plus secrètes? Eh bien, pas du tout. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, les médias adorent ce genre de scénario sensationnaliste parce que ça fait cliquer. Mais il suffit de creuser un peu le sujet pour se rendre compte qu'on est encore très loin de tout ça. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'une telle chose soit réellement possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, non. Mieux que ça, je vais laisser un expert, un vrai cette fois-ci, démonter tout ce storytelling en moins de 30 secondes. Lui, c'est Albert Moukébert. Il est docteur en neurosciences, chercheur et psychologue clinicien. Bref, ce gars sait de quoi il parle. Et quand on lui pose la question « Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui des IA peuvent lire dans nos pensées en quasi-temps réel ?» écoutez ce qu'il répond. C'est complètement faux. Il n'y a pas 1% de vrai. Enfin, si vous prenez une personne lambda, vous pouvez mettre toutes les technologies qui existent, les meilleures IRM, les meilleures IA, etc. Il y a zéro chance de savoir ce que cette personne est en train de penser. Alors pourquoi il dit ça alors qu'on vient de voir des résultats absolument bluffants obtenus par des équipes de recherche très sérieuses? Pour le comprendre, il faut revenir un peu sur la manière avec laquelle ces résultats ont été obtenus. On a vu le principe de base du protocole, mais on n'a pas vu comment ça se passait concrètement en laboratoire. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que la majorité du temps, on a enregistré l'activité cérébrale d'un individu avec une IRM fonctionnelle. Mais est-ce que vous savez à quoi ça ressemble une IRM? Une IRM, c'est une énorme machine de plusieurs tonnes en forme de tube équipée d'un aimant super puissant, capable de générer un champ magnétique 10 000 à 70 000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. C'est tellement puissant qu'il est formellement interdit de rentrer dans une IRM avec des objets métalliques. Je vous laisse imaginer pourquoi. Et pour compliquer la chose, pour que cet aimant puisse fonctionner correctement, il faut le refroidir à des températures proches du zéro absolu. Et pour ça, il doit baigner dans un bain d'hélium liquide refroidi en continu à près de moins 270 degrés. Et tout cet attirail dont on a à peine effleuré la complexité coûte un argent monstrueux. Et encore là, on n'a parlé que du matériel. Mais ça ne vous a pas échappé, on n'a pas tous le même cerveau. Donc pour une même image, on n'aura pas tous la même activité cérébrale. Du coup, chaque individu doit entraîner son propre modèle de lecture de pensée. Et c'est pas du tout un truc qui se fait en 5 minutes. C'est des dizaines d'heures qu'il faut passer dans l'IRM. Par exemple, dans cette étude de 2023, celle qui donnait ce genre de résultats qu'on a vu tout à l'heure, les participants ont dû passer pas moins de 40 heures dans l'IRM. Et passer 40 heures dans une IRM, c'est pas du tout une partie de plaisir. Il n'y a qu'à écouter ceux qui se sont livrés à l'expérience. C'est que c'est une torture immense que de passer plusieurs heures dans des IRM. On faisait des sessions de 1h30, 2 heures. Comme c'est des IRM du cerveau, on est plongé totalement la tête la première dans l'IRM. Donc on est vraiment totalement encerclé par la machine. Adieu petit singe. Et réfléchis bien, imagine bien. La machine fait énormément de bruit. On a donc une espèce de grande arche dans laquelle on a les jeux de miroir pour pouvoir voir l'écran. Donc on est cadenassé, on se sent vraiment oppressé par la chose. Mais même après cet entraînement de l'enfer, c'est pas encore gagné, parce que le moindre petit mouvement de tête détruit toutes les données. Imaginez que vous preniez une photo. Si votre sujet bouge au moment de déclencher, il va être flou sur la photo. Ben là c'est pareil. Si le sujet bouge la tête au moment de capturer les données, les résultats obtenus seront brouillés. Sauf que là, l'IA doit analyser des micro-variations dans l'activité cérébrale. Donc si le signal est un petit peu flou, les données deviennent inutilisables. Donc si vous avez peur qu'une IA lise dans vos pensées pendant que vous vous baladez dans la rue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, plus sérieusement, pour que le protocole fonctionne, les volontaires sont entraînés à se concentrer uniquement sur une image, sans bouger pendant plusieurs heures. Donc il faut une parfaite coopération des sujets. Si le sujet se laisse distraire, s'il pense à autre chose,
alors le signal obtenu sera complètement bruité et il sera extrêmement difficile de déchiffrer son activité cérébrale. C'est d'ailleurs ce qu'ont montré les chercheurs de cette étude qui avait pour objectif de retranscrire les pensées des sujets sous forme de texte. Ils ont montré qu'il suffisait au sujet de leur étude de compter de 7 en 7, d'imaginer des animaux ou de penser à une autre histoire pour complètement fusiller les résultats. Donc si quelqu'un vous dit qu'on peut lire dans vos pensées juste en portant un casque VR ou en mettant un smartphone sur votre front, souvenez-vous qu'en vrai, il faudrait vous enfermer des dizaines d'heures dans une machine géante qui fait un bruit d'enfer sans bouger d'un millimètre tout en entraînant une IA spécifique à votre cerveau. Et ça, pour obtenir une représentation approximative d'une image que vous seriez forcé à visualiser le plus précisément possible. Bref, on est encore très loin d'une telle sorcellerie. Mais attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces technologies sont porteuses d'immenses espoirs pour l'avenir, et notamment dans le secteur médical. Aujourd'hui, des maladies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique, les AVC sévères ou le locked-in syndrome privent certaines personnes de leur capacité à parler. Et pour pouvoir communiquer, ces patients utilisent le peu de mouvements qui leur restent, comme des légers mouvements de tête, voire carrément le simple mouvement de leurs yeux. Et grâce à des interfaces cerveau-machine, ils arrivent à épeler des mots lettre par lettre, mais à un rythme très lent, pas du tout adapté à des conversations quotidiennes. On parle de 10 mots par minute, ça veut dire un mot toutes les 6 secondes. Je vous laisse essayer, vous allez voir ce que ça donne. Donc l'idée, en utilisant ces nouvelles techniques, serait d'arriver à lire dans le cerveau de ces patients et de retranscrire leurs pensées en temps réel de manière beaucoup plus fluide et naturelle. Et les premières études du domaine sont vraiment prometteuses. En revanche, l'avenir de ces technologies n'est pas dans l'utilisation de grosses machines comme les IRM qui ne sont pas du tout pratiques, mais plutôt dans les implants cérébraux. Stanislas Dehaene, neuroscientifique spécialisé en psychologie cognitive, résume ça à la perfection dans son livre Face à face avec son cerveau. L'espoir est d'aboutir à de nouvelles interfaces cerveau-machine qui bénéficieront aux patients devenus incapables de communiquer avec l'extérieur. L'IRM, cependant, ne représente guère plus qu'une preuve de principe. L'avenir réside dans l'insertion d'électrodes directement dans le cerveau, par exemple les puces neuropixels, afin d'enregistrer la dynamique et le détail de l'activité corticale. Sur la base de quelques centaines de neurones, les premières expériences montrent que l'on parvient à reconstruire, bien plus précisément et plus vite qu'en IRM, les actions et les intentions d'une personne, y compris ce qu'elle dit ou ce qu'elle souhaite écrire. Alors voilà, on est tous rassurés de savoir que le jour où une IA sera capable de lire dans nos pensées est loin d'être arrivé. Mais la réalité, c'est que l'IA n'a pas besoin d'en arriver là. Elle vous connaît déjà. Chaque clic, chaque like, chaque vidéo que vous regardez alimente déjà des algorithmes bien plus dangereux que n'importe quelle IA de lecture cérébrale. Alors oui, aucune IA n'est capable de scanner votre cerveau. Mais par contre, elles scannent tout le reste. Elles savent ce qui attire votre attention, ce qui vous choque, ce qui vous fait réagir, ce qui vous fait peur et surtout, elles savent comment influencer vos décisions. Donc le vrai danger, ce n'est pas qu'un jour une IA puisse lire dans nos pensées. Non, le vrai danger, c'est qu'on ne réalise même pas à quel point on est déjà influencé. Et ces IA ont déjà envahi notre quotidien. Elles sont dans nos fils d'actualité, nos suggestions YouTube, nos recommandations TikTok, bref, tout là où on passe notre temps numérique. Et le problème, c'est que si on ne prend pas conscience de ça, on devient totalement manipulable. Alors non. Aujourd'hui, une IA ne peut pas lire dans vos pensées, mais elle peut les brouiller, les orienter et les influencer. Et la seule chose qui peut vous en protéger, c'est vous-même. Alors, exercez votre esprit critique. Remettez en question vos croyances, vos certitudes et le contenu que vous consommez. Parce qu'au final, les pensées qu'on nous pousse à avoir sont parfois bien plus dangereuses que celles qu'on pourrait nous voler.